Oui, aujourd'hui sur Matin Environnement, nous abordons la question liée au fonds d'adaptation au changement climatique. Voilà. On suit tout d'abord le reportage proposé par Nature Tropicale et on revient en plateau en discuter. Le Bénin, à l'instar des pays du monde et surtout ceux pauvres, vit depuis des années les affres des changements climatiques. Mais très peu de citoyens en sont conscients. Ils sont nombreux à affirmer ne rien connaître du phénomène. C'est quoi le changement climatique pour vous? Moi, je n'en sais rien. Surpris dans les feux tricolores de Cotonou, quelques-uns se sont prononcés de différentes manières. On peut appeler changement climatique le changement des saisons. On peut parler du climat, on peut parler de l'érosion côtière, et j'en passe. C'est le changement du temps, les saisons et tout. C'est la réalité. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et que ça ne passait pas avant. Est-ce pas peur du micro et de la caméra? Pour certains, les changements climatiques sont l'affaire des scientifiques. Je ne sais pas quelle solution il faut trouver à ça. Les scientifiques vont trouver. On parle des changements climatiques, toute modification à long terme qui affecte le système climatique tel qu'on l'a hérité. Et cela peut se manifester par un réchauffement thermique et accompagné soit de fortes pluies ou de sécheresses et des perturbations qui affectent même le régime pluviométrique à travers les démarrages tardifs, les fins précoces et les pauses de sécheresse au cœur de la saison. Rareté des pluies, sécheresse, tempêtes, montée du niveau des océans, inondations. Les Béninois et partant les citoyens des autres nations vivent au quotidien les affres des changements climatiques. Si nous ne réagissons pas à temps, ces évolutions seront malheureusement inéluctables et 1 million d'espèces animales et végétales seront ainsi menacées de disparition. Tout le séminaire de Cotonou, organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. C'est surtout pour faire le point sur ce que les écosystèmes peuvent nous apporter, nous fournir pour être plus forts et faire face au changement climatique du point de vue de la réduction de risques et de la vulnérabilité des personnes. Et c'est principalement aussi pour parler plus de l'adaptation, ça veut dire comment réduire les risques face au changement climatique et pas tellement à la captation des gaz d'effet de serre, que c'est un sujet qui est on a déjà beaucoup parlé. Alors on va faire une petite différence avec ce séminaire ici. Axé sur l'adaptation au changement climatique basé sur les écosystèmes, l'atelier de Cotonou, qui regroupe une trentaine de participants venus de quelques pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, vise à déterminer les priorités communes d'action de l'écosystème Alliance et de ses partenaires africains en matière d'influence des politiques dans le domaine de l'adaptation au changement climatique et d'établir une stratégie d'action. Ce séminaire vise en premier lieu à partager les expériences et à la fin d'arriver à sortir un plan issu de ce séminaire qui pourrait être mis en œuvre par les ONG à travers les politiques de leurs pays respectifs pour la mise en place efficace des dispositions pratiques à prendre pour faire face au changement climatique. En matière d'adaptation à base communautaire, des expériences existent dans différents pays. Nous vivons la situation du climat, de la sécheresse qui dure plus que par le passé. Alors, ce que nous faisons comme moyen pour régler ce problème, c'est l'installation des systèmes d'irrigation. Des systèmes simples, avec des tuyaux flexibles, qui permettent aux producteurs d'amener l'eau là où ils veulent produire et d'irriguer leur production. Au Togo, nous avons l'expérience sur 2 secteurs, qui est le reboisement et l'énergie. Le reboisement d'abord parce qu'on s'est dit que la première source que les populations utilisent concernant les différents écosystèmes, c'est le bois. Et donc il y a une partie du plateau ouest du Togo, appelée Kpalimé, dans la forêt classée d'Assimé, qui a été décimée, qui est partie parce que les populations utilisaient le bois pour en faire tout ce qu'ils voulaient. Et on est parti vers la restauration de cette forêt pour essayer de stabiliser un peu ce microclimat. En RD Congo, il y a plusieurs actions. Donc il y a
Il y a la foresterie communautaire, par exemple, qu'on essaie un peu dans lesquelles sont impliquées les communautés locales. Il y a par exemple des parties où il existait la forêt avant, mais qui n'existe plus aujourd'hui. On fait la régénérescence naturelle plutôt. Il y a aussi la question d'aménagement des terres parce que les arbres ne poussent pas, n'est-ce pas, dans les airs. Donc en RDC, on essaie un peu de mener des actions d'aménagement, de protection, de mesures de lutte contre les érosions. Au cours des assises, l'accent a été mis sur le rôle que peuvent jouer les écosystèmes dans les actions et mesures d'adaptation aux effets des changements climatiques. Les participants qui sont venus de plusieurs pays ont prévu quand même élaborer, disons, un genre de plateforme, un genre de programme d'action qui va être mis en œuvre pour un certain nombre d'années. Donc je crois que dans ce programme d'action, si c'est bien mis en œuvre, ça doit pouvoir mettre l'accent sur les activités de changement climatique d'adaptation. Les assises de Cotonou ont accouché d'un plan d'action structuré pour l'Alliance pour les écosystèmes et ses partenaires d'Afrique centrale et de l'Ouest en matière d'adaptation au changement climatique basé sur les écosystèmes. Les participants peuvent comprendre qu'il y a des valeurs ajoutées à la conservation des écosystèmes en termes de devenir et être chaque jour plus résistant contre le changement climatique si on est capable de conserver les écosystèmes, les garder en place pour qu'ils continuent à nous protéger contre le changement climatique et à nous fournir des aliments, de l'eau et de l'air pur. Voilà, on a eu droit à une des rares pluies sur Cotonou ce matin. C'est déjà le beau temps, il faut s'y aller. Et nous parlons du Fonds d'adaptation au changement climatique sur Matin Environnement avec, bon, je vais faire comme les Européens et vous appeler Africains, tout simplement, tout en sachant que vous êtes Guinéen. Alpha Kaloga, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission changement climatique et développement. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes à Cotonou. C'est beau, Cotonou? Cotonou, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Merci. William Toki? Ouais, on est revenu à Alors, un fonds d'adaptation au changement climatique. C'est bien cela, un fonds d'adaptation au changement climatique. L'argent et l'environnement. Ben, il faut quand même de l'argent pour protéger notre environnement. Oui. C'est clair. C'est très important. Absolument. On y va. Alpha Kaloga, bonjour. Bonjour. Il a dit tout à l'heure, vous êtes chargé de mission changement climatique et développement. Vous êtes d'origine guinéenne. Vous êtes au Bénin pour nous parler un peu du fonds d'adaptation au changement climatique. Mais d'abord, quand on parle de changement climatique, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est vrai que dans l'élément qui est passé, beaucoup l'ont expliqué, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au changement climatique? Les changements climatiques sont des changements qui sont observés après 30 ans. Après 30 ans, ce sont les changements de saison pendant un certain nombre d'années. C'est-à-dire, parce qu'on doit faire une très grande différence entre la saison, par exemple la saison pluvieuse, les variabilités de saison, par exemple, et les changements climatiques. C'est en quelque sorte une variation de la température moyenne observée pendant 30 ans. Et donc, aujourd'hui, les changements climatiques sont devenus un grand problème parce que tout récemment, il y a un mois de cela, il y a eu des rapports du panel des scientifiques qui font chaque année, chaque 5 ans, des observations. Et le message est clair, qu'on a atteint déjà le seuil de 2 degrés, c'est-à-dire la température, la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'on peut supporter est déjà au seuil. Donc, il faut qu'on agisse maintenant. Et comme vous l'avez dit, cela a des implications financières, cela a des implications environnementales, mais aussi de l'éducation, c'est-à-dire chacun d'entre nous a sa petite contribution. Alors je rappelle aussi qu'il y a aussi la montée du niveau de la mer. C'est aussi un danger pour notre environnement. Alors justement, vous avez dit tout à l'heure que les changements climatiques constituent un danger pour notre environnement. C'est pour ça qu'il y a un fonds d'adaptation au changement climatique. Pourquoi un fonds d'adaptation? Quels sont les avantages que ce fonds pourrait donner à nos populations?
Bon, ce fonds est appelé par les pays en développement le fonds de solidarité. Parce que eux, ils appellent ça fonds de solidarité. Fonds de solidarité. Mais nous, on l'appelle fonds d'adaptation au changement climatique. Oui, non, c'est une appellation des négociateurs. Parce que je vais essayer de vous expliquer, c'est un fonds qui est innovant dans tous les sens. Il est autofinancé. Autofinancé des prélèvements, des unités de réduction certifiés, c'est-à-dire les pays développés, les pollueurs, les grands pollueurs ont des obligations. Et comme on ne peut pas imposer beaucoup aux industries des réductions très fortes, on leur donne des quotas certifiés. Et un certain pourcentage de ce quota-là est mis dans le fonds d'adaptation. Donc les pays en développement, c'est en quelque sorte une application directe de ce principe pollueur-payeur. Et donc ce fonds d'adaptation a été créé pour financer des projets concrets, urgents d'adaptation dans les pays en développement, qui sont vulnérables au changement climatique. Alors quand on parle de projets concrets, viables, Alpha Kaloga, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là concrètement? Ça c'est une bonne question parce que même les scientifiques, il est très difficile de différencier entre le développement normal et l'adaptation, parce que l'adaptation, ce sont ces coûts incrémentaux qui affectent le développement. On a des objectifs de développement de millénaires. Et maintenant, par exemple, si on fait l'assainissement, par exemple, de la lagune de Cotonou, il y a cet élément, développement, mais il y a aussi les impératifs des changements climatiques. Parce qu'il y a des inondations qui peuvent arriver à travers les changements climatiques. Et donc, pour anticiper, on essaye de faire des interventions concrètes, mais qui sont très variées. Il y a les interventions hard, ce qu'ils appellent hard, c'est-à-dire faire des digues, par exemple, anti-sel, ou bien essayer de renforcer les rives de la lagune. Et puis, il y a le côté soft, c'est-à-dire éducation, renforcement des capacités institutionnelles, mais aussi de tout un chacun, parce qu'on a tous notre petite contribution à ce changement climatique. Oui, mais vous avez parlé des gros pollueurs, payeurs. Ils polluent, ils nous donnent de l'argent pour nous adapter. Je ne sais pas si c'est pour s'acheter de grands climatiseurs pour climatiser le monde entier, on ne sait vraiment pas. Mais est-ce que vous avez l'impression que ce fonds diminue vraiment ce taux de chaleur que nous constatons dans nos pays? Malgré le fait qu'ils donnent de l'argent, mais la nature continue toujours de se dégrader. On constate toujours qu'il fait de plus en plus chaud. Le mandat du fonds, c'est l'adaptation, c'est-à-dire essayer d'aider les pays de s'adapter au choc climatique. Vous comprenez? Il y a des fonds sous la Convention qui s'occupent de l'atténuation, c'est-à-dire la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Et donc, ce fonds-là a un côté adaptation. Ils aident les pays vraiment à faire face aux chocs climatiques qui arrivent, aux intempéries qui arrivent tous les jours. Et donc, il y a un autre volet qui est atténuation, qui essaie de diminuer les réductions, qui essaie de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, qui essaie de renforcer, par exemple, l'utilisation des énergies, l'efficience, qui essaie, par exemple, à aider les pays en développement de ne pas utiliser le mode de développement des pays en développé, parce qu'on doit prendre un mode plus adéquat, plus respectueux de la nature, en utilisant, par exemple, des énergies renouvelables, parce qu'en Afrique, on a vraiment la bénédiction divine, et donc il faut essayer de voir comment on peut capitaliser ça. Oui, est-ce que c'est possible qu'un jour, qu'on en arrive à arrêter l'émission du gaz à effet de serre? En tout cas, c'est l'objectif. Il y a des négociations qui se passent. Les gens parlent de zéro carbone, c'est-à-dire les scientifiques sont clairs. D'ici 2050, on a besoin au moins de diminuer de 80% les émissions partout dans le monde. Cela implique une transformation économique, une transformation institutionnelle, une éducation même de tout un chacun. C'est-à-dire, même si en sortant de la maison, qu'on doit faire en sorte qu'on ne laisse pas la lumière, qu'on n'utilise pas le clim quand on n'est pas à la maison. Et donc, chacun peut faire sa petite contribution. Mais la réalité est que les intérêts particuliers des pays sont difficiles. Et c'est pour cela que
les négociations traînent parce que il y a des implications géostratégiques, il y a des implications de développement. Par exemple, les États-Unis disent, même si on a une responsabilité historique, on ne voit pas l'intérêt de laisser les Chinois, par exemple, émettre, parce que nous, les réductions qu'on fait sera compensée par les Chinois et la balance ne sera pas là. Donc, on a une obligation maintenant de tous les États de travailler, de renforcer les efforts sur tous les pays en développement qui soient assistés vers la réduction des émissions à gaz à effet de serre, mais surtout l'adaptation qui est l'urgence chez nous. Oui, parce qu'on a l'impression que le concept gros pollueur-payeur encourage beaucoup plus ces nations-là à augmenter l'ampleur de cette dégradation. Vous avez parfaitement raison, mais le problème est que ce principe, il est tellement body qu'il n'est même pas applicable, parce que les pays développés ont dit sous la Convention que le pollueur-payeur, quand ils avaient commencé à polluer, par exemple, quand la révolution industrielle est venue dans les années au XVIIIe siècle, il n'y avait pas ces connaissances scientifiques et ces implications de cette industrialisation. Donc ils se disent, on a su ça à un certain temps, on essaie de fournir des efforts. Et donc, ils reconnaissent leur contribution historique. Ils disent que certains pays, par exemple les émergents, même le Nigeria, qui a une contribution actuelle, et nous, on peut avoir des contributions futures si on ne nous aide pas vraiment à changer notre mode de vie, notre mode de développement. C'est ça. Oui. Alors, Alpha Kaloga, il paraît que le Bénin va perdre 5 milliards de francs CFA, parlant toujours de ce fonds d'adaptation. Alors, expliquez-nous un peu concrètement, qu'est-ce que cela cache en fait? En quelque sorte, le Bénin est le deuxième pays francophone africain à pouvoir accréditer une entité nationale de mise en œuvre. Vous savez, au niveau international, parce que nous, notre travail avec nos partenaires, c'est vraiment de trouver une alternative, de tirer les leçons du développement. Et donc, utiliser la Banque mondiale chaque fois de venir mettre en œuvre les projets ici, on pense que c'est une structure parallèle qui ne tient pas vraiment compte de la situation. Et donc, l'accès direct permet ce truc. Et donc, le Bénin, en accréditant le Fonds national pour l'environnement, a accrédité une institution qui est reconnue internationalement pour avoir rempli les termes fiduciaires. Les termes fiduciaires, c'est-à-dire, il remplit les mêmes conditions à peu près que la Banque mondiale, si on peut le dire comme ça. Bien sûr, il y a certaines différences compte tenu du volume capital qui sont là. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et c'est un acquis. Et donc, il est maintenant question de capitaliser ça. Bien sûr, le Bénin a soumis un projet de 5 milliards de francs CFA. Mais il y a encore des difficultés au sein du Conseil du Fonds d'adaptation à approuver. Parce qu'il y a certaines remarques, parce que le Fonds aussi a des obligations envers, par exemple, les pays en développement, c'est-à-dire que l'argent qui est là, la petite somme qui est là, qu'elle parte dans un bon truc. Cela ne veut pas dire que le Bénin n'a pas soumis un bon projet, mais il y a eu des implications qui se sont emmagasinées et ont amené à des interprétations différentes. Si vous voyez la lagune, par exemple, nous, on était hier toute la journée à faire des interviews au Fonds national, à la mairie, au ministère de l'Environnement. Il y avait des décisions qui étaient prises depuis 2000, avant même la création du fonds qui fut en 2001. De faire en quelque sorte, de délocaliser les gens qui habitent le long de la lagune, d'essayer de délocaliser l'industrie de la teinture, par exemple, parce que ça a des implications sur les cultures halieutiques qui sont là. Et donc, mais c'est très difficile. Vous savez, les décisions sont très difficiles à appliquer quand il s'agit des problèmes sociaux. Et donc, les gouvernements qui sont passés ont toujours été très réticents à appliquer ça, parce que ça a beaucoup d'implications, même pour les élections. Et donc, aujourd'hui, pour faire le projet du fonds d'adaptation, il faut qu'il y ait un espace, parce qu'on veut vraiment régénérer la lagune, on veut avoir l'écosystème, on veut sécuriser l'écosystème, mais aussi la ville de Cotonou qui est très menacée. Mais, et comme les habitants, comme ces pêcheurs habitent le long et les teinturiers habitent le long, les gens au niveau international ont pensé
que ce projet qui est proposé par le gouvernement de Bénin, par le FNE, parce que c'est le FNE qui est responsable auprès du fonds, amène à faire déguerpir les gens. Et donc, il y a des problèmes parce que quand on fait l'adaptation, on fait le développement, il faut qu'on fasse des études environnementales, d'impact environnementaux et sociaux. Et donc, c'est un peu difficile. C'est ça, en quelque sorte, là où le bas blesse. Et donc, nous, on est là avec la société civile. Alors justement, vous, en tant que chef de mission au changement climatique et au développement, alors qu'est-ce que vous proposez pour que le Bénin vraiment puisse bénéficier de ce fonds qui va quand même le permettre aussi quand même de faire face un peu aux effets du changement climatique? Oui. Je pense que d'abord, la première des choses, c'est que le Bénin soit fier de cet acquis. Parce qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont en train de regarder le Bénin et envie le Bénin parce que ce n'est pas évident d'accréditer avec les normes fiduciaires internationales. Okay. Ça, c'est déjà un acquis. Mais cet accès direct aussi la responsabilité. Parce que si le Bénin fait des mauvais pas, ça va torpiller les autres pays qui veulent le faire. Okay. Vous comprenez? Et donc, il y a beaucoup d'enjeux qui sont là. Nous, notre approche est vraiment de faire des partenariats. Ce ne sont pas vraiment venus dicter, de demander à nos partenaires béninois quelle est la situation ici et comment nous on peut les supporter par exemple. Par exemple, on a des aspects de sensibilisation, vraiment de générer une plateforme d'échange entre ces pêcheurs et le Fonds national pour qu'il y ait une compréhension et éviter tous ces malentendus et aussi sécuriser et aussi accompagner le FNE parce que c'est quelque chose qui est important. Il ne s'agit pas seulement de s'accréditer, c'est un très grand pas que beaucoup n'ont pas appris, mais il serait mieux si le Bénin, si le Cotonou profitait de ces 5 milliards et que les habitants de Cotonou peuvent dormir sans tant que quand il y a la saison pluvieuse, la rivière ne va pas monter et faire des dégâts. Ok, ouais. Mais alors sur le plan international, qui gère ce fonds le Fonds d'adaptation au changement climatique, qui le gère sur le plan international? Quelle est l'institution qui s'occupe de sa gestion? Il y a une entité opérationnelle qui est le fonds lui-même. Le fonds a certains problèmes parce que sous la Convention, il y a des entités opérationnelles de la Convention, mais le fonds a été créé sous la Convention 4, sous le protocole de Kyoto, vous comprenez? Et donc, il y a un concept qui est là, et ça, c'est encore cet élément innovant de ce fonds. C'est le seul fonds jusqu'à présent où les pays en développement ont la majorité. D'autre part, c'est l'un des problèmes du fonds parce que les pays développés disent « Ok, vous dites c'est un fonds de solidarité, c'est notre argent qui est là et vous avez la majorité, gérez cette affaire. » Et le fonds, il est lié, comme je l'avais dit, aux unités de réduction certifiées. Il n'y a pas d'ambition de réduction et donc la demande n'est pas là. La demande n'est pas là et donc le prix de ces unités-là ne fait que descendre. L'année passée, par exemple, avec nos partenaires, on a vraiment supporté le fonds à sécuriser 100 millions de dollars en écrivant des lettres aux pays développés en leur disant que si vous disiez que vous voulez assister les pays en développement, ça sont des petits gestes symboliques que les pays en développement vraiment tiennent compte. Il faut que vous ayez le fonds là, il ne faut pas que le fonds là meure. Et donc, on essaie d'une part d'influencer au niveau national en faisant un pont entre les populations vulnérables et les agences de mise en œuvre, mais aussi au niveau international à dire que, écoutez, ça c'est quelque chose qui met une alternative, on veut un développement approprié, c'est-à-dire qu'on est à mesure de prendre notre destin avec nos propres armes, c'est-à-dire utiliser nos propres institutions, même si on fait des petites lacunes, si on tombe, c'est normal. Mais il faut que nos pays, parce que le Fonds national de l'environnement, en interagissant, va chercher des jeunes qui vont travailler pour eux, et il y aura aussi un renforcement de capacité parce qu'il est toujours appelé à avoir les mêmes critères d'éligibilité et les mêmes critères de pratique, de structure que les institutions multilatérales comme le PNUD ou bien le PNUE. Ok. Alors justement, parlant de ces 5 millions que le Bénin ne doit pas perdre, alors dites-nous alors, Alpha Kaloga, l'objectif de votre descente ici au Bénin. Je suis ici pour voir nos partenaires, mon partenaire du JVE, mais aussi pour faire une interview. On a été contacté par
des Sud-Africains et les Anglais qui veulent qu'on écrive des études de cas sur les pays. Et l'objectif, c'est d'organiser un atelier continental. C'est d'amener ces institutions nationales dans un seul lieu, de partager les échanges, de partager les expériences, de faire une stratégie et de préparer l'Afrique pour un fonds vert qui sera un fonds qui va recevoir, qui est censé recevoir à partir de 2020 100 milliards de dollars par an. Et donc, il faut encore que le FNE se renforce pour pouvoir gérer peut-être dans le monde idéal 100 millions de dollars chaque 2 ans. Et donc, il faut que l'Afrique ait une position commune et que les entités nationales savent quels sont leurs problèmes pour pouvoir relayer ça à nos négociateurs et mieux défendre le continent. Oui, avec, c'est pas par rapport aux 5 milliards, est-ce qu'il y a espoir que le Bénin rentre en possession de ces fonds? Bien sûr. Bien sûr. Il y a des gens très pertinents au Bénin. Le Bénin, il y a de quoi être vraiment fier. On a des gens, par exemple, du ministère de l'Environnement qui sont très connus et qui sont vraiment des gens efficaces, comme M. Ibila. Il y a les gens du FNE qui étaient, à ma très grande surprise, très ouverts. On a passé 3 heures là-bas, vraiment informel, avec le DG, avec les directeurs. Et je pense qu'il y a... il y a cette reconnaissance d'aller en avant. Maintenant, il s'agira de voir, de discuter stratégiquement. Est-ce qu'on va continuer sur cette lagune s'il y a des implications, par exemple, des indemnités qui peuvent diminuer et qu'il y a des implications juridiques, par exemple, on peut envoyer les gens. Mais aussi, pourquoi ne pas rentrer, par exemple, voir les communautés dans les villages et utiliser les 5 milliards pour d'autres choses. Donc, c'est une décision béninoise. Nous, on est là seulement pour peut-être les indexer, les tenir, les rejetants de chaque option et surtout soutenir la société civile pour qu'elle accompagne. Parce que la société civile, elle joue le rôle de veille, mais elle joue le rôle aussi d'avocat. Parce qu'on ne peut pas être... Il n'y a pas meilleur ambassadeur pour ce fonds-là que la société civile. Mais il faut qu'il y ait vraiment une complicité entre eux.